Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Magazine Pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce magazine pluriel. En voici le sommaire. L'agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar a clôturé hier sa réunion régionale consacrée à la résilience et à la modernisation de la filière café Robusta africain. Pendant 5 jours, experts et producteurs des pays membres de l'agence et partenaires ont partagé les meilleures pratiques sur les diverses solutions d'adaptation aux effets liés à la crise sanitaire. Aujourd'hui, 1er mai, les travailleurs du monde entier sont en fête. Une célébration en demi-teinte à cause du coronavirus. Pas de regroupement, pas de rassemblement et moins encore pas d'attroupement de plus de 15 personnes. Voilà certaines des recommandations faites par le gouvernement pour éviter la propagation de la pandémie. En RD Congo, le président décrète l'état de siège au nord Kivu et en Ituri. Félix Tshisekedi évoque des circonstances graves menaçant l'indépendance et l'intégrité du territoire national. Nous parlerons transhumance transfrontalière dans la seconde partie de ce journal, un secteur qui connaît bien de difficultés en matière de mobilité du bétail. C'est ce que nous dira notre invité, Dr Biokoura Soulé. Il est assistant technique élevage et pastoralisme à la direction de l'agriculture et du développement rural de la commission de la CEDEAO. Sport football, première journée du championnat national de football de deuxième division. Les équipes de la catégorie retrouvent les pelouses mardi prochain. Et puis à suivre également dans ce journal la revue de presse. Mesdames et messieurs, à nouveau bonjour. La communauté internationale célèbre ce 1er mai la fête du travail. Un 1er mai, pas comme les autres, et pour les travailleurs, pour les syndicats privés de manifestations l'an dernier pour cause du coronavirus, il n'en va pas autrement cette année. Pas de regroupement, pas de rassemblement et d'attroupement de plus de 15 personnes. Voilà certaines des principales recommandations faites par le gouvernement, rappelant ainsi les dispositions sanitaires en vigueur à respecter lors de cette fête ce samedi. Par ailleurs, les défilés et parades sur les places et voies publiques ainsi que les réjouissances populaires, y compris dans les discothèques et les plages, sont complètement interdits. À Lomé, les centrales syndicales, organisations professionnelles des employeurs et les travailleurs se sont retrouvés ce samedi pour réfléchir sur les défis liés aux conditions des travailleurs du Togo. Selon le président du Conseil national du patronat, cette journée interpelle sur les défis socio-économiques, seul gage de sortir du marasme financier que vivent les travailleurs. Tamignon Kossi, président du Conseil national du patronat du Togo. À tout le secteur privé togolais, je voudrais réitérer mes vives et sincères félicitations pour la résilience dont nos entreprises ont fait preuve en ces moments pénibles. Nous parviendrons à résoudre les difficultés qui minent le monde des affaires, notamment la difficulté d'accès au financement pour les PME, PMI, malgré les efforts de toutes les parties prenantes, la faible compétitivité des entreprises togolaises vis-à-vis de celles des autres pays de la sous-région ouest-africaine, c'est l'une des raisons pour laquelle nous estimons que des assises du secteur privé doivent se tenir avec toutes ces composantes que sont les entreprises de l'informel, les PME, PMI, les grandes entreprises, et cela en étroite collaboration avec le gouvernement et les partenaires en développement. Le ministre Gilbert Bawara de la fonction publique a invité les travailleurs de tous les secteurs à consolider le climat du dialogue social.
Donc je voudrais saisir l'occasion de la commémoration de la fête internationale du travail pour inviter l'ensemble des travailleuses et des travailleurs de tous les secteurs d'activité à faire preuve de plus d'assiduité, de productivité, de rendement sur leur lieu du travail, à donner le meilleur d'eux-mêmes, à faire preuve d'engagement, afin que, malgré le contexte de crise, la capacité de résilience que nous avons affichée jusque-là et qui s'est traduite notamment par un taux de croissance appréciable de 1,8%, que nous soyons mieux préparés et mieux outillés et armés pour aborder la phase de relance de notre économie et pour aller plus loin dans la croissance et la mobilisation des ressources et des moyens pour assurer le développement économique et social de notre pays. La fête du travail est aussi observée à Kara, dans la partie septentrionale du Togo. Ce sont des artistes et artisans de la Chambre régionale de métiers de Kara. Vous allez les entendre, ils subissent également les affres de la pandémie, mais n'entendent tout de même pas se soustraire à la fête. Ils le feront, mais aussi d'une manière sobre, dans le respect des mesures barrières. Gabriel Aïna. Comme tous les travailleurs de plusieurs secteurs d'activité dans le monde entier, les artisans et artisanes de la région de la Kara vivent mal cette période marquée par le coronavirus. La pandémie a impacté la célébration du 1er mai cette année. Kwamivi Dabla, président des couturiers et tailleurs de la COSA, et Alou Awedeu, dessinateur. 1er mai de cette année, la différence elle est nette parce que par le passé, on serait de gauche à droite dans les ateliers pour pouvoir livrer des choses pour le défiler aux clients. Mais je suis à la chambre à cause de cette maladie qui nous a bloqués. Nous sommes en pleine impression sur les tricots. Avant, coronavirus là, on faisait les veillées avec les apprentis. Mais maintenant, on a remarqué que ça ne va pas. Avant, je peux voir 20 commandes ou bien 30 commandes comme ça. Mais maintenant, si je reçois 15 là, je remercie Dieu. Certains, conscients du mal que cause le coronavirus, décident juste de marquer la journée symboliquement. Catherine Atrikwebessi, enseignante de couture au foyer Jean 23 de Kara, et Soumie Panaknao, coiffeuse. Avant, on fêtait ensemble. Maintenant, avec le Covid là, on a essayé de convaincre les filles, chacune, elle peut préparer à mener. Les apprentis vont venir dans le respect des mesures barrières de Covid. Le 1er mai cette année, nous ne sommes pas nombreuses. À 16h comme ça, on sort, on va manger, mais on n'a pas préparé comme d'habitude. On va respecter les mesures barrières aussi. Vivement le respect des mesures barrières pour une meilleure santé après la fête. Et justement, afin de préserver la santé des travailleurs, le gouvernement, Conseil des ministres tenu jeudi, a pris des dispositions pour éviter la propagation des cas de contamination liés au Covid-19. Comment les travailleurs de Kara ont-ils accueilli ces mesures restrictives? Ils en parlent au micro de Gabriel Aïna. Si le gouvernement interdit tout cela, c'est pour éviter la propagation de la maladie. Ce n'est pas parce que c'est la fête, on doit exagérer et être malade après. Je trouve que le gouvernement a pris une bonne décision parce que c'est pour nous protéger. Je demande aux travailleurs de fêter, mais de porter leur bavette et de respecter le nombre limité qui est de 15 personnes par groupe. Et surtout la distanciation sociale. Le gouvernement a bien vu la chose. Chacun reste dans son coin avec nos apprentis. Comme on ne doit pas se regrouper. Nous n'avons pas prévu une fête comme on le faisait d'habitude. En réalité, la maladie, elle existe. On ne voit pas ça de notre propre yeux, mais le nombre de cas qui augmente chaque jour, on sent que vraiment la maladie existe et on peut se protéger. Aux travailleurs comme moi, de se réjouir pour la fête du 1er mai, mais ne pas oublier notre santé, parce que la santé n'a pas de prix. Après la fête, la vie continue.
La suite de ce journal avec ce communiqué du ministre des Armées. Le ministre des Armées communique. Il est porté à la connaissance des candidats ayant déposé les dossiers pour le concours d'entrée à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises au titre de l'année 2021 que les dates des épreuves écrites et sportives sont fixées comme suit. Épreuve écrite les 10 et 11 mai 2021 à l'École nationale de la gendarmerie nationale à Lomé, en face de la Banque togolaise du commerce et d'industrie BTCI centrale. Épreuve sportive le 14 mai 2021 à l'état-major général des forces armées togolaises. Les candidats devront se présenter à partir de 6 heures, munis de leur pièce d'identité en cours de validité. La liste des candidats retenus sera publiée dans le quotidien Togo Presse et affichée à l'état-major général des forces armées togolaises. Compte tenu du contexte pandémique, le respect des mesures barrières est de rigueur. Notez bien, pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'état-major des forces armées togolaises, division ressources humaines à Agogneve. Téléphone 22 50 11 61 au poste 2602 2606 ou cellulaire 90 10 40 11. 8e séance plénière hier de la concertation nationale entre les acteurs politiques. Cette session a été l'occasion pour les partis parlementaires et extra-parlementaires d'échanger sur les préparatifs des élections régionales. Il était surtout question d'aplanir les divergences entre les formations politiques pour une tenue parfaite et transparente des élections. Le commissaire du gouvernement, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires Père Boukbessi a pris part à cette rencontre. Fin hier au lycée d'Atakwame, chef-lieu de la région des plateaux de la tournée nationale entreprise par le ministre délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat. Cette tournée qui a débuté le 20 avril dernier a permis à M. Kokou Eke Odin de boucler ainsi une tournée nationale et d'échanger avec les acteurs relevant de son secteur sur les difficultés liées à l'accès et à la gouvernance. Il a été aussi question de perspective. Jean Mizou, Atop Atakwame, nous en parle. Le ministre Kokou Eke Odin boucle ainsi une tournée nationale de travail avec les acteurs relevant de son secteur, qu'ils soient du public, du privé ou des artisans à l'intérieur du pays. Le chef de l'inspection régionale de l'enseignement technique des plateaux d'Omarakoyo revient sur le contenu des échanges avec le ministre de tutelle. L'essentiel a porté sur le diagnostic et dans ce diagnostic, il a été relevé les difficultés liées à l'accès, à la gouvernance, ainsi que les perspectives. Nous sommes désormais mieux renseignés, mieux outillés. Les chefs d'établissement eux-mêmes ont été conscients du fait que la gestion doit être améliorée pour que les résultats attendus soient atteints et surtout qu'avec le peu de moyens dont ils disposent, qu'ils puissent gérer au mieux pour obtenir les résultats attendus. Nous nous engageons donc à mettre tout en œuvre pour que les instructions soient bien suivies, bien appliquées, bien mises en œuvre pour atteindre ces résultats. Cette tournée a démarré le 20 avril dernier à Thiésié dans la région maritime. À l'issue de ces séances de travail, le ministre a remis 3577 recueils de manuels pour mieux préparer les apprenants aux examens à venir. Jean Mizou, agence togolaise de presse Atapami pour Radio Lomé. L'Observateur togolais des médias OTM et l'Office togolais des recettes OTR ont lancé hier à Lomé la première édition du concours national des meilleurs articles et reportages sur le civisme fiscal au Togo. Cet exercice, qui se situe dans le cadre de la célébration le 3 mai
prochain de la Journée internationale de la liberté de la presse va donner donc l'opportunité aux journalistes de la presse écrite, de la presse en ligne et de l'audiovisuel de fournir des articles et reportages sur le civisme fiscal au Togo. Pakoum Johnson. L'objectif de ce concours est de stimuler chez les professionnels des médias l'excellence et d'orienter la presse togolaise sur des sujets de développement. Fabrice Pekizi, président de l'Observatoire togolais des médias OTM. Nous avons pensé à un projet qui consiste à récompenser les journalistes qui s'inscrivent dans la logique du journalisme de développement. Ce concours est une première édition, nous espérons avoir la seconde, mais comme nous l'avons dit, tout dépendra de l'engouement qui va entourer donc la participation à ce concours. Et nous demandons à tous les confrères régulièrement au niveau des différents médias, que ce soit différents types de médias, presse écrite, presse en ligne, radio, télé, de participer donc à ce concours. Comme vous avez pu le savoir, l'OTR est disposé à donner toutes les informations pour mieux comprendre cette thématique et également pour mieux informer les populations. Aussi, à travers ce concours, l'OTR compte sensibiliser davantage les contribuables. Magbenga Komnaka, directrice de la communication et des services aux usagers de l'OTR. Il s'agit, à l'occasion de cette journée internationale de la presse, de nous appuyer encore une fois sur les médias qui sont nos partenaires pour véhiculer le message de civisme fiscal. Ce concours va permettre aux journalistes qui vont participer de se spécialiser davantage dans la fiscalité qui n'est pas une matière facile, nous le reconnaissons. Et c'est pour cela que depuis 2 ans d'ailleurs, nous formons régulièrement les journalistes. Ça va leur permettre de se spécialiser davantage et de nous accompagner davantage dans notre mission de sensibilisation de la population togolaise sur le civisme fiscal. Rappelons que ce concours est ouvert à tous les professionnels des médias exerçant dans un organe public ou privé. Fin hier de la visite pédagogique initiée à l'endroit des étudiants en océanographie de l'université de Kara. Cette visite d'imprégnation a été l'occasion pour la vingtaine d'étudiants de découvrir les administrations maritimes. Grâce Goto. Descendant de leur bus, la première promotion d'océanographie était au port autonome de Lomé pour visiter les installations Lomé Conteneur Terminal, Togo Terminal, Bolloré et la préfecture maritime. Cette sortie a permis aux étudiants de toucher du doigt ce que font les différents départements de la maritime. Quelques étudiants livrent leurs impressions. Cela m'a permis de voir dans quoi je suis concrètement. Jusqu'au début, quand on me parle de l'océanographie, c'était quelque chose qui passe. Donc maintenant, je sais dans quoi je suis concrètement, c'est quoi je vais affronter. Maintenant, j'ai tout vu. J'ai été très contente de pouvoir visiter ces sites, car la mer, c'est ce qui nous entoure. Donc, je suis très contente et j'invite aussi mes frères et sœurs à embrasser le domaine de la mer comme moi. Ainsi, nous aimerions un jour venir travailler et visiter les bateaux. Actuellement, nous sommes très contentes car on a vu les bateaux qu'on n'avait jamais prévu voir. Tout ce qu'on a eu à voir a un plus à notre formation parce que cela nous permettra de bien analyser les choses lorsque nous serons en pleine action. Et cela nous permettra aussi de bien nous organiser afin d'aider l'État togolais à pouvoir relever les défis qui existent dans notre domaine de l'océanographie. Cette visite a été possible grâce à la collaboration des ministères de l'économie maritime d'une part et celui de l'enseignement supérieur d'autre part via la direction des affaires maritimes. L'objectif de cette imprégnation avec Modé Kodjo, enseignant à l'université de Kara, encadreur. Au Togo, vous n'êtes pas sans savoir que par nos actions, la mer et les océans sont menacés et à leur tour nous menacent. Donc cette formation vient dans le cadre de mettre à la disposition du pays des ressources de personnes qualifiées pour pouvoir assurer une gestion rationnelle des mers et océans. Les attentes de la direction des affaires maritimes sont multiples. Madame Tebie Sidi Salamatou, chef division sécurité maritime et protection de l'environnement marin à la direction des affaires maritimes. À la fin de ce projet, nous avons besoin de cadres bien formés pour renforcer la capacité des différentes structures du ministère ainsi que du secteur portuaire. Nous voulons qu'il soit une référence pour la nation. Les services portuaires se doteront bientôt donc des cadres de qualité. La 9e édition du concours d'art oratoire des universités publiques et privées du Togo a eu lieu hier dans l'enceinte de l'université de Lomé.
Elles étaient 9 candidates à compétir, mais à l'arrivée, c'est Mademoiselle Agim Abir, étudiante en 2e année de management et audit, qui en est sortie lauréate. Elle livre ses impressions. Naturellement, je suis émue parce que je n'aurais jamais pu croire que j'allais remporter la 9e édition de ce grand concours d'art oratoire, surtout en voyant les compétences des années passées, nos aînés. Mais éventuellement, ils nous ont coachés et je suis fière de les avoir honorés. L'art oratoire, pour moi, est une passion. J'ai commencé il n'y a pas longtemps, mais je compte aussi me perfectionner, ne pas m'arrêter à cette compétition et pourquoi pas former des filles de mon âge après. Appuyé par l'Organisation pour l'alimentation et le développement local OADEL, ce concours vise à promouvoir le leadership féminin et les produits locaux. Atou Keglo, coordonnateur des programmes à OADEL. Nous menons un projet pour la promotion de la consommation locale à travers la restauration des produits locaux sur les marchés de masse et institutionnels. Et dans le cadre de ce projet-là, nous avons travaillé avec le restaurant universitaire pour que le restaurant universitaire intègre des produits locaux dans son menu et permettre ainsi aux étudiants et au monde universitaire de pouvoir consommer local. Et aussi, nous avons travaillé avec le club UNESCO et qui nous a approchés et au cours de ce concours d'art oratoire qu'il organise et a parlé aux étudiants sur l'importance et les enjeux de la consommation locale. Voici les chiffres du Covid-19 au Togo depuis hier 30 avril 2021. 36 des 1030 personnes testées hier sont positives. Elles portent le nombre total de cas positifs à 12 967. 95 patients guéris ont été enregistrés, portant le nombre total de personnes guéries de Covid-19 à 11 140. Le nombre total de décès reste inchangé à 123. Le nombre de cas actifs est de 1704. À ce jour, un total de 310 570 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Il avait promis des mesures fortes, c'est désormais chose faite. Félix Tshisekedi vient de décréter l'état du siège au Nord Kivu et en Ituri en RDC. Le chef de l'État dit invoquer au nom de l'article 85 de la Constitution. Cette mesure, selon lui, l'indépendance et l'intégrité du territoire national sont menacées, provoquant ainsi l'interruption du fonctionnement des institutions. Charlotte Ahar. La RDC n'a jamais adopté de loi portant application des mesures d'état d'urgence. Difficile donc de dire ce que cette annonce recouvre. Une ordonnance présidentielle devrait le préciser et elle le sera. Devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre Sama Lukonde avait évoqué le 26 avril dernier la possibilité d'y remplacer les autorités civiles par les autorités militaires et de renforcer leur déploiement ainsi que celui de la justice militaire. Ces annonces n'étant pas sans créer quelques inquiétudes dans une zone où les forces de sécurité sont d'ores et déjà accusées de violer les libertés publiques. Selon l'ONU, en effet, il y a plus de 7 exécutions par jour, 6 par les groupes armés, 1 par les forces de sécurité. Entre février et mars, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a enregistré une hausse de 127% des violations commises par l'armée, 64% pour la police nationale, pour l'essentiel dans l'est du pays. Et nous abordons la seconde partie de ce journal magazine invité. La transhumance transfrontalière ou grande transhumance correspond à des mouvements de grande amplitude des animaux. Cette forme de transhumance intègre toujours un pays de départ et un pays d'accueil. Les zones traversées sont les zones de transit et peuvent être un troisième pays. La situation actuelle de la mobilité du bétail dans l'espace CEDEAO n'est pas au beau fixe. Cette fragilité est due à la forte pression démographique, au changement climatique et à l'insécurité au Sahel.
Conscients de cet état de choses, les États concernés luttent chacun à sa manière contre l'extrémisme et les différents conflits qui déstabilisent le continent africain. Les médias sont désormais impliqués dans cette campagne pour sensibiliser sur les bonnes pratiques de transhumance. Pour en savoir davantage, nous recevons ce samedi Dr Biokoura Soulé. Il est assistant technique élevage et pastoralisme à la direction de l'agriculture et du développement rural de la commission de la CEDEAO. Monsieur Biokoura Soulé est au micro de Odette Pira. Dr Biokoura Soulé, bonjour. Bonjour madame la journaliste. Vous êtes assistant technique, élevage et pastoralisme à la direction de l'agriculture et du développement rural de la commission de la CEDEAO. Le Sahel et certains pays côtiers sont désormais la cible des groupes armés. En plus de ce phénomène, on a la sécheresse accrue, un phénomène qui entrave la mobilité du bétail. Dites-nous, quelle est la situation actuelle de la transhumance dans l'espace CEDEAO? La transhumance, que nous appelons plutôt le système agro-pastoraux et d'élevage mobile, se porte pas très bien dans la sous-région actuellement parce qu'elle est confrontée à de nombreuses difficultés. Vous l'avez évoqué, peut-être en restreignant ça à l'insécurité et aussi à la pandémie de Covid, etc., qui pousse de plus en plus certains États à prendre des mesures qui limitent la mobilité. Mais plus globalement, ce qu'on peut dire, c'est que la mobilité est un phénomène à la fois naturel, exigeant, mais aussi un phénomène qui permet d'entretenir le type d'élevage que nous avons dans notre région. Qu'il vous souvienne que c'est un des éléments sur lesquels les chefs d'État ont légiféré depuis 1998. C'est parce qu'ils avaient déjà senti que du fait de la forte pression démographique sur les ressources naturelles, on va vers une sorte de compétition accrue entre les deux systèmes de production que nous avons, à savoir le système d'élevage qui est aussi extensif et le système agricole qui est aussi extensif. Mais cette pression démographique est la cause principale des problèmes que nous avons aujourd'hui. Il y a de moins en moins d'espace pour la mobilité, même des hommes et des animaux. Et cela, mais les États ne pouvant pas restreindre la mobilité des hommes du fait du protocole de la CEDEAO qui depuis 1979 autorise la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace communautaire, trouve à restreindre plutôt la mobilité des animaux. Mais nous ne pensons pas que ce soit une solution de bon augure dans le contexte actuel parce que réduire la mobilité, c'est limiter l'occurrence d'une activité économique au même titre que les autres. C'est tout comme si on disait aujourd'hui aux paysans, n'augmentez plus vos superficies sans leur donner les moyens d'améliorer la productivité pour que les résultats donc de ces systèmes de production, la production de viande, la production de lait pour ce qui concerne l'élevage ou la production des cultures vivrières qui contribuent à entretenir donc cette forte croissance démographique qu'on continue d'avoir dans notre région depuis cette chose. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les États, qu'ils soient sahéliens ou côtiers, ont pris conscience qu'il faut faire quelque chose. Mais pour le moment, le fait qu'on n'ait pas une réflexion collective, chacun se rabat sur la souveraineté des États pour prendre des mesures qui limitent vraiment la transhumance. Mais la question, c'est de savoir, avec la porosité de nos frontières, est-ce que nos pays sont réellement en capacité de limiter cette mobilité? Les actions au niveau régional et dans les pays se multiplient depuis des années pour freiner ces violences et faciliter la libre circulation. Mais l'extrémisme violent s'accroît dans le Sahel. Qu'est-ce qui est fait concrètement pour réduire ces pertes en vies humaines et le vol du bétail? Bon, le vol du bétail, les pertes en vie humaine, ça c'est peut-être d'autres phénomènes qui sont... Vous savez, nous sommes dans une région où circulent énormément d'armes de guerre, notamment les armes de petit calibre, etc., mais qui circulent énormément. Et autant les agriculteurs que les éleveurs sont armés. Mais ça aussi, c'est moins la faute de la CEDEAO, mais plutôt de la responsabilité des États. Parce que le port d'armes par un individu dans un État qui se respecte, obéit à un certain nombre de réglementations, de normes. Or, les États aujourd'hui ne se donnent plus les moyens de pouvoir contrôler exactement la circulation des armes légères. Et c'est cette circulation infranationale qui débouche sur les dimensions transfrontalières et qui fait qu'aujourd'hui, on se plaint que l'activité qui suscite plus de mobilité visible, donc le pastoralisme, est accusée à tort ou à raison d'être le vecteur donc de cette insécurité. Et pour cela, la CEDEAO a non seulement mis en place des dispositifs de veille, mais aussi des organes qui essaient donc de pacifier la région avec les interventions dans les États qui sont en conflit,
avec une institution aussi qui est pour le contrôle des armes, la circulation des armes légères, mais surtout en facilitant et en intensifiant le dialogue à différents échelons. D'abord au niveau local, dans les pays, au niveau transfrontalier et surtout au niveau régional avec ce qu'on appelle les concertations de haut niveau pour une transhumance apaisée. Les médias sont fortement sollicités dans cette lutte pour la transhumance apaisée. Qu'attendez-vous donc des journalistes? Nous attendons des journalistes qui produisent des articles adaptés, informatifs, qui ne prennent pas position, qui ne contribuent pas à alimenter les éléments de stigmatisation que nous avons aujourd'hui et qu'ils arrivent à aider à éliminer les perceptions négatives qu'un certain nombre d'acteurs ont sur d'autres. Par exemple, je disais tantôt que dans notre région aujourd'hui, on a tendance à confondre éleveur transhumant à un terroriste, à un djihadiste, parce qu'ils portent peut-être d'armes pour se défendre, comme les vols contre toute autre forme d'agression. Mais cela est possible parce que aujourd'hui, les États aussi n'ont pas pu prendre des mesures sécuritaires assez importantes. Donc, pour nous, les journalistes doivent contribuer à bien structurer le dialogue intercommunautaire, à bien communiquer sur des bonnes pratiques et arriver à concilier par un dialogue franc, direct mais bien construit les communautés, aussi bien d'agriculteurs que d'éleveurs que nous avons dans nos localités. Parce que quand on regarde la manière dont ça fonctionne aujourd'hui, la démarcation nette entre agriculteurs et éleveurs devient de plus en plus faible. De plus en plus d'agriculteurs deviennent éleveurs ou ont des animaux qui confient à des éleveurs et des éleveurs sont de plus en plus agriculteurs parce que ça constitue également un complément important d'activité pour satisfaire à leurs besoins, pour renforcer la résilience face aux différents chocs qui arrivent. Et ces chocs ne sont pas seulement que d'ordre sécuritaire. Vous l'avez cité, c'est des chocs d'ordre de l'environnement, c'est des chocs qui viennent des changements climatiques, c'est des chocs qui peuvent venir des dysfonctionnements du marché international, donc toute autre chose. Et des maladies comme ce que nous vivons aujourd'hui, la pandémie de Covid. Pour nous, les journalistes doivent vraiment jouer un rôle clé dans la communication, dans la sensibilisation. Pour une bonne mobilité, il faut aussi que les éleveurs maîtrisent la cartographie des pays où ils transitent. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens? Il y a beaucoup de choses qui se font. D'abord, partons de ce qui est prescrit. En principe, tous les pays, que ce soit des pays de départ des transhumants, que ce soit des pays d'accueil, ont un certain nombre d'informations clés qu'ils doivent communiquer aux parties prenantes. L'information la plus juste, c'est l'actualisation de la carte des couloirs de transhumance, des zones de transhumance, des infrastructures de sécurisation du pastoralisme. Et cela doit faire l'objet d'une cartographie renouvelée chaque année. Et les comités nationaux des pays comme le Togo, le Bénin, le Ghana, autres, doivent aller dans des pays sahéliens pour dire cette année, voilà la date potentielle d'ouverture de nos frontières pour la transhumance, voilà les endroits où il est permis d'aller, voilà par où il faut passer pour aller, et cela est censé reposer sur des raisons objectives. Raisons objectives, c'est le calcul de la charge pastorale, parce qu'on dispose de ressources pastorales à ces endroits, on dispose de l'eau à ces endroits, et les pays sahéliens eux-mêmes doivent communiquer le nombre d'animaux qui doivent entrer dans les pays d'accueil. Et ils doivent également s'assurer que ces animaux sont vaccinés et s'assurer aussi que les bergers qui accompagnent les animaux ne sont pas des mineurs, qui ne sont pas armés et qu'ils ne sont également pas détenteurs de stupéfiants. Tout ça, ça doit faire l'objet d'une communication entre les États avant l'ouverture donc de la campagne de transhumance. Mais malheureusement, les comités nationaux de transhumance ne sont pas toujours dotés de moyens pour faire des investigations au niveau national, faire des aménagements au niveau national, établir la cartographie et surtout recenser le nombre de candidats à la transhumance. Et ça fait que ça traîne, et quand il y a quelques projets, ils financent, ils subventionnent, mais quand il n'y a pas de projet, les budgets des États ne prennent pas vraiment conscience de l'importance de cette disposition préliminaire. Justement, dans ce contexte, le Bénin a limité depuis 2020 la transhumance aux troupeaux nationaux. Que fait la Commission pour la reprise de la transhumance transfrontalière dans ce pays? Oui, vous savez, le Bénin, comme le Togo, comme le Ghana, comme la Côte d'Ivoire, c'est des pays souverains. Et ce que la Commission de la CEDEAO essaie de faire, c'est d'engager une réforme assez profonde et une discussion avec ces pays pour comprendre le bien fondé de leur stratégie et surtout d'introduire quelques éléments d'action commune. Et on pense aujourd'hui que si le Bénin en arrive là, c'est parce qu'ils ont fait
des travaux et qui doivent être validés au niveau régional sur la capacité de charge des régions du Bénin qui sont en capacité donc d'accueillir encore le bétail. Le pays met également en avant des questions de sécurité. Donc il faut qu'on puisse les rassurer que les bergers qui arrivent ne sont plus armés et que les conflits qu'on a, ce ne sont plus des conflits violents qui n'engendrent pas des dégâts importants ou qui n'engendrent pas des pertes en vie humaine. Docteur Biokoura Soulé, je rappelle que vous êtes assistant technique élevage et pastoralisme à la direction de l'agriculture et du développement rural de la commission de la CEDEAO. Votre message pour conclure. Je voulais exhorter les pays à engager des réformes profondes pour sécuriser les systèmes d'élevage que nous avons. Ces systèmes d'élevage comportent également une dimension pastoralisme, une dimension mobilité. Et je crois qu'on ne peut pas arrêter du jour au lendemain un système aussi brutalement. On ne veut pas détruire un patrimoine, que ce soit économique, que ce soit culturel, même environnemental. Donc le plus important aujourd'hui, c'est que les pays reprennent le dialogue sur cette dimension pouvoir. Parce que ce qui peut se passer, en bloquant aujourd'hui la mobilité, notamment transfrontalière, on crée d'autres problèmes plus importants dans le Sahel. Les pays sahéliens sont comme dans un étau important. Pression djihadiste au nord, qui les fait fuir pour venir vers les régions méridionales. Pression démographique qui fait que les pays côtiers prennent des mesures pour limiter leur arrivée, mais ils vont aller où? Et plus ils descendent et moins on sécurise dans les pays sahéliens, ça veut dire que non seulement ils vont perdre une partie de leur richesse dans cette région, et corrélativement également, cette complémentarité agroécologique que nous exploitons en faisant descendre des animaux pour les commercialiser dans les pays côtiers, mais ça transforme l'ensemble de la région en une région importatrice nette de protéines animales, ce qui va fragiliser nos équilibres budgétaires, nos balances de paiement et modifier nos habitudes alimentaires, parce qu'on ne connaît même pas exactement de quoi c'est fait ce que nous importons, notamment la poudre de lait. On ne sait pas de quoi c'est constitué aujourd'hui et ça peut avoir des répercussions à court et moyen terme très néfastes sur l'économie agroalimentaire de notre région. Donc il est du devoir et de la CEDEAO et des acteurs de prendre à bas le corps cette question, d'analyser comment on peut arriver à transformer positivement, à maîtriser les dynamiques en cours, à maîtriser la transformation des systèmes d'élevage mobile pour en faire de véritables outils de développement comme eux-mêmes, tout le monde aspire. Docteur Biokoura Soulé, merci. Merci beaucoup. Du sport. À présent, championnat national de football de deuxième division, la compétition démarre mardi prochain sur l'ensemble du territoire togolais. En voici les différentes combinaisons avec Milek Aboukou. Mardi prochain dans la poule A, à 15h au municipal de Lomé, Arabia joue à Sfosa. À la même heure, à Ablogame, JCA affronte Agaza. À Bossime, c'est Espoir de Zio qui va réserver son hospitalité à Étoile Filante. Dans la poule B, toujours mardi 4 mai prochain, à Kpalimé, Tambo croise Fukpa. À Atakwame, Kotoko joue à Goua, puis à Sokode, US Agbandi défie Koto. Et dans la poule C, Gwikenti reçoit Fouadan à Kara, Kakadel se mesure à CDF Haknou à Pagoda, Doumbé rencontre Bunja à Bafilo. Le mercato d'inter-saison est ouvert, c'est un communiqué de la Fédération togolaise de football qui l'indique, selon le document signé du secrétaire général Chris Dake, conformément aux dispositions de l'article 110 des règlements généraux de la Fédération togolaise de football, saison 2020-2021, qui fixe les périodes de transfert des joueurs, la deuxième période de transfert et de production des licences pour la saison en cours est ouverte pour les clubs de première division du vendredi 30 avril 2021 au jeudi 30 mai 2021 à 17h GMT. Et donc, les 16 clubs qui souhaiteraient faire des transferts ou encore établir des nouvelles licences pour certains nouveaux joueurs sont conviés de s'appliquer durant cette période. Comme annoncé par la Confédération africaine de football, la première licence des champions féminines de la CAF sera effective dès cette année. La Côte d'Ivoire abrite donc le tournoi qualificatif de la zone UFOA B. Le club Les Amis du Monde représentera le Togo pour le tournoi qualificatif. Au Burkina, c'est USFA qui représente le pays. Hazakas Ladies représente le Ghana, Raves Angel représente le Nigeria et AS Police représente le Niger.
Toutes ces équipes ont déjà confirmé leur participation au tournoi de qualification qui devrait avoir lieu en juillet prochain à Abidjan. Et puis, Amewo Komi est nommé secrétaire général du district préfectoral de football de Kloto. La décision a été entérinée hier par le président du dit district, honorable Degwe Kofi. La revue de presse pour clôturer cette édition. Les journaux de la place ont pour la plupart abordé deux sujets. Toutes les unes sont longuement revenues sur le décès du président tchadien Idriss Déby et sur la célébration du 61e anniversaire de l'accession du Togo à la souveraineté internationale. Liantina Togima. 61 ans d'indépendance du Togo, des célébrations adaptées au contexte de la crise sanitaire, constate le Magna libéré. Un défilé militaire a marqué l'événement, renchérit le messager, qui relève que c'est dans une sobriété totale que s'est déroulé le défilé militaire et paramilitaire, qui était d'ailleurs le seul autorisé du fait de la crise sanitaire qui prévaut dans le monde, dont le Togo. Au-delà du Covid-19, les Togolais seraient de plus en plus désintéressés de leur fête nationale, estime la Lanterne. Le journal condamne l'attitude des opposants qui appellent leurs militants à boycotter la célébration de la fête nationale de l'indépendance au motif que la meilleure célébration sera celle qui s'organisera le jour de leur accession au pouvoir. Pour le canal D, au-delà de l'aspect festif, le chemin est encore long. L'apparition évoque une introspection et un bilan de 61 ans d'indépendance qui s'impose à tous les Togolais sur l'héritage des pères de l'indépendance afin de nous juger et de confirmer si nous sommes dans une indépendance réelle ou factice. Le chef de l'État y consacre tous ses efforts pour que cette indépendance soit ressentie à tous les niveaux. Raison pour laquelle, pour une indépendance énergétique, la centrale électrique de Kekeli à Lomé-Port est construite. C'est le président Faure Esozimna Nyasingbe qui a procédé au lancement de la première flamme devant conduire à la mise en service industrielle de cette centrale, souligne le Magna libéré. Le Togo renforce ainsi sa capacité de production électrique, indique Symphonie. Focus Info précise que la centrale thermique Kekeli augmente de 50% la capacité énergétique du Togo et va assurer l'extension du réseau d'électrification à plus de 250 000 foyers, soit l'équivalent de 1,5 million de personnes, ainsi que l'amélioration de la qualité de fourniture de l'électricité aux industriels et aux ménages. De l'énergie aux bâtiments, Faure Nyasingbe œuvre pour le développement du Togo dans les bâtiments. C'est ainsi qu'il a inauguré à Lomé, au lendemain de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance du Togo, l'Institut de formation en alternance pour le développement dédié aux bâtiments, IFAD Bâtiment, écrit Vérité des peuples qui poursuit cette action du gouvernement s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la politique de formation professionnelle portée par le chef de l'État à travers la création de 7 nouveaux instituts. Le chef de l'État togolais est sur plusieurs fronts. La situation sécuritaire dans la sous-région le préoccupe également, d'où sa disponibilité à accompagner le Tchad pour une transition réussie après le décès du président Idriss Déby. Flambeau des démocrates révèle alors que Lomé a envoyé un pli confidentiel à N'Djamena. L'émissaire du chef de l'État, le chef de la diplomatie togolaise, s'est entretenu avec le nouvel homme fort du Tchad sur des questions de sécurité. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est ainsi que s'achève ce magazine pluriel du 1er mai, de ce 1er mai, donc 2021. Prochain rendez-vous avec l'information tout de suite à 14h.